le récepteur. Sans doute vrai ou véridique ou possible par le nombre de ceux qui la reçoivent, considérant un peu peut-être bêtement que plus une nouvelle est diffusée, plus elle a de chances d'être exacte. Et puis, peut-être troisième point, par sa cohérence avec les savoirs et j'allais dire les présupposés de l'auditeur. Si ces trois conditions sont remplies, généralement, on peut considérer qu'une nouvelle est au moins véridique, possible, probable, et qu'elle demande réflexion avant d'être confirmée. Or, aujourd'hui, l'évolution à la fois de notre organisation, de nos moyens, de notre société, font d'une part que l'émetteur n'est pas forcément reconnu comme légitime, ou en tous les cas, n'importe qui peut être l'émetteur, puisque une des curiosités des réseaux sociaux, c'est que tout le monde devient spécialiste, tout le monde devient émetteur. Alors, c'est souvent sous la forme d'une plaisanterie. On dit tout le monde est sélectionneur de l'équipe de France de foot, tout le monde est spécialiste en épidémie, et donc tout le monde est spécialiste en n'importe quelle nouvelle. Donc la légitimité de l'émetteur est souvent remise en cause, et possiblement remise en cause. Elle est remise en cause aussi parce que dans le monde journalistique, le travail habituel de vérification n'est plus peut-être aussi rigoureux que par le passé, si tant est que parfois dans le passé il était un petit peu flageolant aussi, et très souvent, on privilégie la rapidité de la transmission d'une information sur sa vérification. Ensuite, le nombre des personnes qui peuvent recevoir une information, évidemment, la technique numérique l'a démultipliée à l'infini. Non seulement il y a une infinité d'émetteurs possibles, mais il y a une infinité de récepteurs, et on le voit tous les jours, c'est par milliers, centaines de milliers, millions parfois, que se comptent les récepteurs. Et enfin, la cohérence logique, là, ça c'est encore plus complexe. Parce que la cohérence logique, elle peut, j'allais dire, être d'autant plus chancelante que les capacités de réflexion, et là ça nous renvoie à des sujets liés à notre propre travail de réflexion ou d'éducation, les sujets de connaissances historiques, de connaissances des savoirs, de connaissances scientifiques, pouvant être remises en cause, bien, j'allais dire, ça peut faire passer une nouvelle complètement ahurissante pour une nouvelle exacte. Mais ça, j'allais dire, c'est un peu inévitable. Vu le nombre des auditeurs, on ne peut pas demander à chacun des auditeurs ou des récepteurs d'avoir un niveau d'analyse suffisant pour comprendre la nouvelle qui lui est transmise. Donc, la première particularité, je trouve, de ces fake news, c'est de remettre en cause, en fait, les trois piliers de ce qui constitue l'information habituelle entre un émetteur et un récepteur. C'est-à-dire la légitimité de l'émetteur, le nombre des récepteurs et d'interpeller la cohérence logique et les savoirs du récepteur. La deuxième particularité qui fait un petit peu l'importance de ce phénomène des fake news, c'est qu'il ne faut pas penser, je crois, qu'il s'agit simplement j'allais dire, du bruit inévitable que donnerait, qui serait inhérent à la multiplication des communications, comme si, ma foi, les fake news n'étaient pas si graves que ça et constituaient simplement, j'allais dire, la conséquence de la multiplication de l'échange d'informations. En réalité, on s'aperçoit que les fake news font aujourd'hui partie d'une stratégie d'un certain nombre d'États ou de groupes qui cherchent à déstabiliser la démocratie. Et ils cherchent à la déstabiliser précisément en multipliant les fake news, non pas pour faire passer absolument une fake news, mais surtout pour rendre la vérité plus relative, n'en faire finalement qu'une hypothèse. Et nous avons souvent dans les groupes plus ou moins manipulés d'ailleurs par des États totalitaires, toute une stratégie qui consiste à entourer l'information exacte d'une multitude d'informations plus ou moins inexactes, parfois même jusqu'à farfelues, simplement pour transformer l'information exacte en simple hypothèse parmi un certain nombre d'autres. Et cette mise en doute est très, très pernicieuse parce qu'elle remet en cause un autre élément fondamental du débat démocratique, qui est le doute. Le doute est une vertu. Le doute de raison est une vertu. Et en multipliant les hypothèses, on finit par susciter le doute et susciter le doute sur pourtant l'information tout à fait exacte qui est noyée au milieu d'autres informations et qui ne devient donc qu'une simple hypothèse pouvant être discutée, discutable, laissant donc aux autres hypothèses fausses, inventées, manipulées, presque la même force et la même légitimité que l'information exacte
qui est finalement noyé au milieu de tout cela. Donc c'est ce qu'il faut, je crois, ne pas perdre de vue dans le débat qui va avoir lieu ce matin, c'est que les fake news ne sont pas qu'un élément ponctuel, ce sont bien les éléments d'une stratégie de délégitimation et de déstabilisation de nos démocraties et de leur liberté d'expression et d'échange. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais je voulais vraiment m'adresser à vous tous pour introduire cette réunion, parce qu'on est vraiment au cœur d'un sujet important pour la vie publique, la vie quotidienne, mais également la vie de nos démocraties autour de ce sujet des fake news qui sont tout sauf des détails, tout sauf des éléments secondaires. Voilà, je ne vais pas être plus long. Merci à tous et puis bonne matinée. Merci. Monsieur Hocher, si vous voulez enchaîner. Oui, bonjour à tous, merci de m'accueillir pour cette conférence. Donc je suis, alors attendez, je vais vous partager mon PowerPoint à présent. Voilà. Voilà. Bien. Normalement, vous devriez l'avoir à l'écran. Donc, merci de ma conférence. Je suis collègue de à l'université de Nice. Nous avons les académies de Nice, d'Aix-Marseille ainsi que la Corse. Et nous travaillons à la fois sur des questions universitaires, mais également beaucoup sur des questions d'intégrité et de qualification de l'information. Et c'est à ce titre que je vais intervenir chez vous aujourd'hui sur un problème qui est, comme nous le disait Monsieur le Directeur Général, de plus en plus prégnant dans nos sociétés et à tous les niveaux, bien évidemment en ce qui nous concerne à l'université, mais dans la vie de tous les jours. Et puis dans la vie vous le verrez dans quelques exemples des collectivités dans lesquelles vous êtes, la problématique de la désinformation et des fausses nouvelles. Alors, juste une précision, cette formation est relativement dense parce qu'il y a énormément de choses à voir. Donc je serai obligé, du fait du format horaire, de passer sur des choses de manière assez rapide. Mais si vous souhaitez plus d'informations ou éventuellement avoir les sources de choses que je vais évoquer, il n'y a bien évidemment aucun problème et je pourrai vous communiquer ces éléments ultérieurement sans aucun souci si vous souhaitez vous y référer. Alors, très rapidement, et peut-être avant sur le point, voilà, si vous avez des questions, bien évidemment, on pourra en discuter ou approfondir certains points. Je vous prie à ce moment-là peut-être de les indiquer dans le chat, de poser vos questions dans le chat. Et puis, Madame Angot me les retranscrira oralement et me les posera oralement et je pourrai répondre. Donc, n'hésitez pas, cette formation normalement se fait bien évidemment en présentiel, les conditions sont tout à fait particulières. Il est assez compliqué pour vous et pour moi d'être derrière un écran, c'est beaucoup moins sympathique que de pouvoir échanger en direct. Malheureusement, les conditions font que nous devons travailler comme ça. Donc, j'essaierai d'être le plus clair possible malgré ce format et de vous apporter le plus d'informations possible. Alors, je vais vous présenter rapidement les choses que nous allons essayer de voir. Nous verrons d'abord quelques définitions, les typologies d'information, bien évidemment, les mécanismes de diffusion et des fake news et des informations sur les réseaux sociaux. Un point très important également, les faits et les perceptions au sein de la société, leurs conséquences dans cette société et les premières réponses. Et enfin, ça dépendra du temps qui nous reste, mais c'est des éléments que je pourrais vous communiquer après par mail, bien évidemment. Des outils et des méthodes de vérification qui vous permettront, à votre niveau, aussi bien en tant que personne, mais également en tant qu'entité ou responsable de la communication dans un service ou des choses comme ça, de vous positionner face à ces processus de désinformation, au moins pour effectuer un premier tri, un premier nettoyage. Voilà. Alors, premier point que nous allons aborder, il s'agit de définir d'abord, d'essayer de comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Qu'est-ce que la désinformation? Qu'est-ce que la diffusion de fausses nouvelles? Et on va s'interroger sur le terme de fake news. Alors, la première chose dont on
parler, c'est en français, hein, parce que fake news est un terme anglais, c'est la rumeur. Bon, la rumeur, c'est un terme qui est défini dans le dictionnaire, c'est une nouvelle, un bruit qui se répand dans le public, dont l'origine est inconnue, c'est ça qui est important, ou incertaine et la véracité douteuse. La désinformation, c'est autre chose, que là, vous avez une problématique qui est volontariste. Il y a un souhait d'influencer l'opinion publique. Et là, on n'est pas exactement dans la même chose. Et enfin, la fake news, ou l'infox en français, là, on est dans une information qui est délibérément fausse ou truquée, qui émane d'un individu, d'un média, d'un organisme, peu importe. C'est une définition qui est dans Wikipédia. À l'époque où j'ai fait ce support, elle n'était pas encore dans le Larousse, mais il est fort probable qu'elle y soit à présent. Et le terme de fake news, il est populaire et bien évidemment récent. Et il est aujourd'hui très utilisé, diffusé, mais on le verra tout à l'heure, il est utilisé dans de multiples sens et il peut bien évidemment perdre de sa signification. Alors quand je dis qu'il est populaire et récent, pardon, je suis allé trop loin. Quand je dis qu'il est populaire et récent, il est intéressant de s'interroger sur quand est-ce que ce terme est apparu. Alors, en général, je fais un petit sondage et on en discute avec le public. Je vais vous le résumer très rapidement ça, pour pour qui ça tous les gens. Campagne 2016. Cette date quasiment inconnue. Elle n'apparaissait que de manière épisodique. Si vous utilisez un outil de type Google Trends qui permet de voir l'historique des termes de recherche dans Google, vous verrez qu'avant la campagne américaine de 2016, ce terme n'était peu ou pas utilisé. Donc l'enjeu l'élément essentiel et important. Pardon, j'entends un petit. Ouais. Je dis l'enjeu et l'élément essentiel des processus de désinformation, c'est avant tout la maîtrise de l'information. Alors c'est un enjeu qui est clé aujourd'hui, hein, la maîtrise du savoir, c'est un élément essentiel de nos sociétés, car l'information, la diffusion de l'information et sa maîtrise, ce sont des valeurs, c'est une matière première, des éléments essentiels aujourd'hui. Et bien évidemment, ce fait est accentué par la généralisation totale et la numérisation du savoir aujourd'hui. La maîtrise du savoir, c'est aujourd'hui le moteur de l'innovation scientifique, technique, la veille stratégique, l'intelligence économique, l'essor des bases de données, l'industrie de l'information. Tout ça concourt à une numérisation généralisée du savoir. Et ça va changer complètement la donne, puisque dès lors que vous détenez le savoir et la manière de le communiquer, vous détenez en quelque sorte le pouvoir. Et pour reprendre un terme qui a été évoqué tout à l'heure, fake news, même si c'est un terme qui est à la mode, donc la désinformation ou l'infox en français si vous préférez, on parle de quelque chose qui est très ancien. Il ne faut pas croire que le terme fake news est apparu en 2016, mais il ne faut pas croire qu'on parle de quelque chose qui est nouveau, puisque on parlait déjà et on se préoccupait déjà de ces problématiques de fausses nouvelles dès le 19e siècle et dès les premières lois sur la liberté de la presse en France, puisque la première loi remonte à la fin du 19e siècle. Donc, la technologie n'était pas la même, mais les termes qui sont utilisés sont assez proches des questions auxquelles on est confronté aujourd'hui. Et puis, un point qui est à prendre en compte, on le verra également en détail tout à l'heure, c'est une petite citation, qui dit que une journaliste américaine de CBS parlant de Donald Trump disait « Ce n'est peut-être pas très bon pour l'Amérique, mais c'est sacrément bon pour CBS ». Pourquoi ? Parce que, on va le voir, les fake news sont également un phénomène économique. Et on verra dans les process de diffusion de ces fake news que les fake news ont un attrait et une propension à se diffuser plus rapidement que les véritables informations. Et ça, pour la presse, on verra que ça a également une valeur économique. Alors, il est intéressant de s'interroger sur, ok, on
a vu l'importance des fake news, on a défini les termes. Il est intéressant de s'intéresser à présent sur quels sont ces fake news, quels sont les différents types de process et de désinformation auxquels, dans votre quotidien, vous pouvez être confronté tous les jours. Pour ça, on va avoir rapidement une typologie de ce genre d'information. Donc, typologie de l'infox. La plus courante, peut-être la moins choquante, mais qui peut être perturbante dans certains cas, c'est l'humour. L'humour, vous avez aujourd'hui des tonnes de fausses informations qui sont diffusées sur les réseaux, mais qui sont avant tout des parodies. C'est des choses qui sont relativement anciennes, hein, puisqu'on retrouve dès la fin des années 80 aux États-Unis une revue en ligne qui s'appelle The Onion, que vous connaissez peut-être ou pas, mais dont vous devez très certainement connaître le pendant français qui s'appelle Le Gorafi. Le Gorafi étant un site parodique. Voilà, donc ça, vous devez avoir à l'écran une capture d'écran récente de The Onion. Et la même chose du Gorafi, avec des articles qui ont tout à fait l'aspect, on dirait l'odeur et la saveur de la presse en ligne traditionnelle, sauf qu'on est véritablement dans la parodie. Bon, très bien, c'est quelque chose qui est connu, qui est classique. Le problème, c'est quand ce genre d'article est pris par le public, il y a des gens qui vont parodiques qui sont dans l'applique par certains acteurs. Et voilà, vous avez deux exemples là qui s'affichent à l'écran. C'est pas forcément très lisible, mais je peux vous en parler. Juste pour vous donner un exemple, Toulouse, il s'est fait abattre de 46 balles dans le corps pour avoir demandé un pain au chocolat. Bon, c'était l'histoire sur l'histoire de la chocolatine et pain au chocolat. C'est un article qui a touché une audience d'à peu près 800 000 personnes. Donc vous voyez que sur quelque chose de tout à fait amusant, en quelque sorte, on touche quand même beaucoup de monde. Beaucoup plus grave, par contre, Emmanuel Macron, quand je serre la main d'un pauvre, je me sens sale toute la journée. Donc, c'était un article de Gorafi de 2016. Le problème, c'est que pendant la campagne présidentielle, cet article, cette phrase qui a été attribuée à Emmanuel Macron, lui a été ressortie par des gens, notamment quand il était à l'usine Whirlpool à Amiens, lui a été reproché d'avoir prononcé cette phrase, qui bien évidemment n'était pas du tout le cas. Donc vous voyez que même quand on est dans l'humour, ça peut diffuser dans le cercle public classique. Et puis, encore plus grave, on a même parfois des relais dans la presse traditionnelle. Quelques exemples que j'ai cités là, mais Christine Bouquetin, qui avait cité le Gorafi en 2014 au sujet de le retrait de la loi Famille. Le quotidien El Hayat en Algérie, qui avait repris lui aussi une blague du Gorafi autour de la construction d'un mur autour de la France et de le faire payer par l'Algérie, qui était très humoristique par rapport à la promesse du mur de Trump, mais là aussi qui avait été repris. Et puis récemment, il y en a eu énormément, mais un acteur célèbre qui avait censément attrapé le coronavirus avec quelque chose d'humoristique autour, ça avait été repris par BFM TV. Donc vous voyez qu'on a de moins en moins, parce qu'avec toutes les prises de conscience qu'il y a autour des fake news et des moyens de fact-checking qui sont mis en place, on a de moins en moins de reprises, mais ça arrive encore. Et puis par contre, dans le public, on a souvent des gens qui prennent au pied de la lettre des choses qui sont de l'humour. Alors, un autre point, type d'infox qui là, pour le coup, est peut-être plus grave, c'est la duperie, la tromperie, et qui peut avoir plusieurs motivations. Alors, certainement la plus courante, celle auquel vous êtes confrontés tous les jours, ce sont des motivations financières. C'est-à-dire que vous allez être confronté à des informations qui sont inventées ou dénaturées ou détournées avec pour seul et unique objectif de gagner de l'argent. Je vais vous montrer un exemple très simple. Voilà, ce genre de choses. Alors, ce qui s'affiche à l'écran, c'est une copie d'écran d'un site, mais il en existe des centaines du même type. C'est juste pour vous montrer la forme. Je pense que très certainement, en naviguant sur Internet, vous avez été à de nombreuses occasions confronté à ce type d'images qui vont apparaître sur Facebook, d'autres réseaux sociaux, ou sur des sites que vous consultez sous forme de bandeaux de pub. Là, l'intérêt, il n'est pas que d'essayer de vous influencer,
il est simplement de vous faire cliquer, parce que le clic va générer du revenu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour vous faire cliquer? On va vous amener de l'information qui est sensationnelle. Alors, très souvent, ce genre de choses, ça va porter sur des problématiques liées à l'alimentation, à la santé, à la beauté, au people. Voilà. L'information qui est derrière, on ne sait pas d'où elle vient, ni comment elle a été vérifiée, qualifiée, peu importe. L'idée étant de vous faire cliquer pour arriver sur des pages sur lesquelles il va y avoir de la pub. Il ne faut pas minorer l'impact de ces sites. Hein. Certains de ces sites arrivent à drainer plusieurs centaines de milliers de personnes par jour, et donc à chaque fois vont générer quelques centimes, mais qui multipliés par le nombre font des revenus tout à fait conséquents. Donc, avant de cliquer sur ce type de bandeau, voilà, il faut que vous soyez conscient de ce qu'on cherche à vous vendre, à vous utiliser. Alors, plus grave, des motivations politiques. Là, on est sur des informations qui sont volontairement biaisées afin de vous présenter les choses sous un angle précis. Donc là, et d'orienter bien évidemment le débat public. Là, on est dans quelque chose qui peut être plus ennuyeux, on va dire. Et pour vous vous le matérialiser sous forme de quelques chiffres, disons que les campagnes, comme l'évoquait monsieur le directeur général tout à l'heure, les campagnes politiques sont particulièrement et effectivement, ça vient très souvent de l'étranger, avec des interventions massives d'acteurs étrangers, enfin localisés à l'étranger, qui cherchent à intervenir dans le débat politique national. On a par exemple, pendant la campagne du Brexit, détecté environ 150 000 comptes Twitter suspectés d'être d'origine russe ou pro-russe, qui étaient des comptes la plupart du temps automatisés, qui cherchaient à orienter le débat. On a eu la même chose en Catalogne lors de la campagne pour l'indépendance, et puis en France, bien évidemment, on a eu beaucoup de choses dans ce genre. Je pense que peut-être vous vous souviendrez les problèmes qu'il y a eu autour de la diffusion de documents piratés de En Marche, qui avaient été, ces attaques ont été attribuées à la Russie. Et puis des reprises sur Twitter de choses qui étaient loin d'être vraies et qui visaient à dénigrer Emmanuel Macron et sa campagne, et qui ont été reprises par des médias beaucoup plus traditionnels, numériques, mais qu'on trouve aujourd'hui sur Internet, qui sont Russia Today et Sputnik, par exemple, qui sont deux médias qui ont été déréférencés par la République En Marche, qui ne les acceptait plus dans le pool de journalistes qui étaient amenés à les suivre. Pour revenir un petit peu sur ces points. Un autre type d'infox auquel on peut être confronté, relativement ancien là encore, mais qu'Internet ne fait que renforcer, c'est le conspirationnisme. C'est, je dirais aujourd'hui, peut-être la partie la plus visible de ce qu'on appellerait le problème des fake news, donc le complotisme, théorie du complot. Voilà. On est confronté à ça tous les jours. On en a eu des épisodes marquants, notamment pendant les Gilets jaunes. Voilà, vous voyez à l'écran. Donc cette photo est tirée d'un rapport sur je pourrais vous donner les liens si vous le souhaitez, d'un rapport sur le conspirationnisme qui date de 2018, où, vous voyez, c'est la photo titre, c'était assez intéressant dans le sens où on a véritablement, voilà, Macron égale Drahi, égale Attali, égale banque, égale média, égale Sion. Donc on a beaucoup de choses là qui sont liées au complotisme, à la théorie du complot et au grand capital, et bien évidemment tout ça étant fortement antisémite. Donc vous voyez qu'il y a des choses là qu'on a vu beaucoup et qui sont bien évidemment problématiques. Alors un point grave, c'est qu'aujourd'hui, tout à l'heure vous parliez de l'importance de la parole et de savoir qui parle et de la croyance qu'on peut avoir dans une parole. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les grandes paroles d'autorité sont fortement contestées. On va dire qu'il y a la parole politique, la parole de l'État d'une manière générale est contestée. La parole des médias traditionnels est remise en cause. Je reviens encore aux Gilets jaunes, mais c'était récurrent, le fait d'accuser notamment les chaînes de télévision
et d'information 24 sur 24 du côté du gouvernement. La parole scientifique, avec la remise en cause de choses qu'on croyait complètement intégrées, je dirais, avec la contestation de la science qui remet voilà, des choses auxquelles on ne pensait plus avoir à se prononcer, qu'on pensait accepter dans la théorie de l'évolution, par exemple, des choses comme ça, on verra tout à l'heure. Voilà, quelques exemples qui peuvent être amusants, mais qui, quand ils sont pris au sérieux, on a des fous furieux qui croient, voilà, vous avez des théories de la Terre plate, je vous rappelle qu'il y a quand même, je sais pas, un mois ou deux, il y en a aux États-Unis, il y a quelqu'un qui s'est tué, il avait fabriqué une fusée artisanale dans laquelle il est monté. Et évidemment, elle est montée un peu haut, mais elle est retombée et il est mort, simplement parce qu'il essayait d'aller prouver que la Terre était plate et qu'il y avait un complot général pour masquer ce fait. Vous avez la même chose régulièrement avec la Lune, et on verra des chiffres tout à l'heure où on ne parle pas de 2-3 illuminés, il y a beaucoup de gens qui croient ça. Le contexte plus grave, et là pour le coup, on pense que ça dit une diminution, mais faux. On a une contestation par encore beaucoup de gens du réchauffement climatique et au plus haut niveau, puisque c'est un point permanent, je dirais, chez Donald Trump. Je vais vous afficher deux tweets. Celui-ci est assez ancien, il date de 2012, mais pour preuve que sa pensée dans ce domaine était bien antérieure à son élection. Tweet dans lequel il disait que le concept de réchauffement climatique avait été créé par et pour plus récemment, mais je pense presque pas. Donc voilà. Là, celui-ci disait qu'en fait, le réchauffement climatique, on avait du mal à y croire puisqu'il faisait encore plus froid cet hiver. Donc voilà, vous voyez que cette contestation, quand elle vient de très haut, ça pose problème, puisque les gens se disent, OK, si Donald Trump se dit que le réchauffement climatique, c'est du bidon, pourquoi moi, je ne serais pas d'accord avec lui? Alors que c'est quelque chose qui est communément admis aujourd'hui. Il n'y a plus de débat, enfin, à peine, sur les modalités peut-être, mais sur le principe, non, sur le réchauffement climatique. Et puis, vous avez également la remise en cause du concept de l'évolution, hein, pour des raisons religieuses. On a certains professeurs qui ont aujourd'hui des problèmes pour évoquer ces questions, puisque vous avez des gens qui font passer la théorie religieuse avant la science et qui contestent le fait que l'homme descende du singe, par exemple. Voilà, vous avez à l'écran là un débat, enfin, vous pourrez aller voir le lien si ça vous intéresse, qui a été commenté, mais ça arrive tous les jours. C'est juste un exemple sur voilà, un article qui disait non, l'homme ne descend pas du singe, il est un singe. Nous sommes une évolution d'une espèce de singe. Et là, il faut aller voir les commentaires qu'il y a derrière, des gens qui disent que c'est absolument faux. Donc, voilà le genre de choses auxquelles on est confronté. Alors, pourquoi est-ce que des gens derrière vont souhaiter créer des fake news? Il y a plein de raisons. Hein. Ils vont pouvoir faire ça par rejet, malveillance, pour se venger, pour nuire à quelqu'un, bien évidemment, pour des raisons politiques, on l'a vu, pour promouvoir une idéologie. Je vais sciemment désinformer pour faire tourner et pencher les idées vers mon idéologie. Pour nuire, on peut avoir des choses commerciales. Hein, voilà, par exemple, voilà, pour nuire à un adversaire commercial, le fait de faire un commentaire, puisqu'aujourd'hui on met des notes et on commente à peu près tout, le fait de faire un commentaire négatif sur Google, sur TripAdvisor, sur n'importe quel site de notation de quelqu'un que je n'aime pas ou d'un concurrent, c'est de la désinformation. À votre petit niveau, enfin, de la personne qui le commet, c'est de la désinformation. On est dans la fake news. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens beaucoup d'acteurs économiques qui se plaignent de ce système de notation pour promouvoir des produits. Et puis, on l'a vu, pour générer du revenu publicitaire, parce qu'il y a une véritable économie de la désinformation. Alors, qu'est-ce qui explique je vous ai dit tout à l'heure qu'on parlait de quelque chose de très ancien, d'un phénomène qui n'est absolument pas neuf. Mais ce qui est nouveau et complètement
comment dirais-je, exagérateur, multiplicateur d'impact, c'est la viralité et les réseaux sociaux. Alors, c'est des choses qui sont récentes dans le sens où ce qui a tout changé, c'est pas tellement Internet, au sens classique du terme, c'est ce qu'on appelle le Web 2.0, c'est-à-dire à partir du moment où l'internaute a pu devenir un acteur d'Internet, à partir du moment où vous avez pu interagir. C'est donc plus simplement lire, regarder, écouter, mais produire vous-même du contenu. Oh, ça a commencé avec les blogs, par exemple, et puis les gens qui ont créé des sites Internet, et puis bien évidemment, avec encore plus de facilité, les réseaux sociaux, qui ont augmenté la viralité. Et puis, prenez par exemple les plateformes vidéo, type YouTube, qui permettent à tout et à chacun, derrière son écran, de remettre en cause et de s'affirmer comme étant un expert de tel ou tel sujet, et de faire des vidéos qui peuvent avoir... c'est un univers qui est un petit peu éloigné et peu perçu par les gens de ma génération, qui ne sont pas ce qu'on appelle les millennials, les jeunes en fait. Voilà. Mais l'impact et l'influence des youtubeurs ou des influenceurs, comme on pourrait les appeler, est absolument considérable auprès des plus jeunes. Voilà. Il y a des gens qui ont une capacité de s'adresser à des centaines de milliers de personnes qui, en plus, vont les croire, qu'on a du mal à soupçonner quand on est ou vérifier ce qu'ils ont dit. Alors après, vous pouvez avoir des débats dans les commentaires sur YouTube, mais on n'est pas dans le domaine du débat public. Alors, j'ai un petit avertissement en me disant que la qualité du son n'est pas très bonne. J'espère que vous m'entendez correctement. Il y a des petits moments de flottement, mais globalement, ça va. Globalement, ça va. D'accord, ok. Ouais, j'ai vu un petit message me disant que la qualité avait baissé. Alors oui, je vais dire beaucoup de choses négatives sur les réseaux sociaux, mais pondérez toujours mes remarques avec en gardant à l'esprit quand même que les réseaux sociaux ne sont pas que des choses absolument négatives. Il peut y avoir des choses très bien dessus, des beaux élans de solidarité. On l'a vu chez nous récemment, par exemple, pour les catastrophes qui a suivi les inondations. Et puis, ça peut également être des facteurs d'expression et de liberté d'expression, surtout dans beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays qui aimeraient pouvoir accéder à Twitter, à Facebook et pouvoir commenter librement la politique de leur pays. Donc voilà, il ne faut pas toujours voir les choses de manière négative, mais forcément le prisme de cette présentation fait qu'on va souvent les évoquer de manière plutôt négative. Alors voilà, bon, je l'ai dit, le développement d'Internet et des plateformes vidéo. En France, oui, un point qui est important, c'est qu'on a quand même pris, je disais que c'était un monde qui semblait souvent un peu inconnu et éloigné des adultes. Il y a quand même eu une prise de conscience en France, principalement au lendemain des attentats de 2015, où on s'est rendu compte que beaucoup d'élèves s'informaient principalement, voire quasiment exclusivement, via des sources qu'on appellerait nous alternatives, sans jamais consulter les sources traditionnelles, classiques, que sont la presse écrite, la télévision, voilà, des choses classiques. Donc, je reviendrai tout à l'heure sur cette prise de conscience notamment d'un public jeune. Mais voilà, on s'est rendu compte, beaucoup de professeurs ont constaté ça, c'est quand ils ont voulu revenir sur les attentats, sur ces choses-là, et faire des historiques dessus. Il y a plein d'élèves qui leur disaient non, mais moi j'ai vu ça, c'est pas du tout ça, sur Facebook on dit ça. Voilà. Il faut avoir conscience des sources d'information. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis il y a un dernier élément qui est à prendre en compte, c'est la masse, le flux, le volume absolument gigantesque d'informations exponentielle auquel on est confronté et qui fait que l'information, qu'elle soit vraie ou fausse, elle a tendance à être de plus en plus courte et à se banaliser de plus en plus. Donc, il faut être capable de faire le tri. Et ça demande un effort, c'est pas facile.
Alors, bien évidemment, vous allez comprendre que l'hyperaccélérateur de la rumeur, voilà, il est là, hein, le grand vainqueur de tout ce dont je vous ai parlé, ce sont ces boutons. Voilà, là, je vous mets ceux qui vous parlent, mais il en existe plein. Pardon, je suis allé trop vite. Il en existe plein. Chaque application aujourd'hui, puisque ça se passe beaucoup par les mobiles, dispose de boutons qui permettent de partager et donc de relayer auprès de dizaines, centaines, milliers de personnes une information très importante. Alors, comment est-ce que aussi rapidement, plein de gens peuvent prendre connaissance d'une information? Il y a un point qui est intéressant, c'est qu'une fake news, elle n'existe que si elle prend de l'ampleur. Donc, voilà, vous pouvez, si vous spéculez, vous créez une fake news tout seul dans votre coin derrière votre ordinateur, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, disons que ça ne va pas atteindre l'objectif où vous êtes fixé de désinformation. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est la diffuser massivement et qu'elle soit idéalement reprise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des outils pour ça. Il y a des techniques, des méthodes qui permettent aujourd'hui à des acteurs de relayer et de diffuser massivement des fausses informations. Donc déjà, il y a une propension naturelle des réseaux sociaux à propager plus facilement une fausse information qu'une véritable information, parce que souvent, elle est plus sensationnelle. C'est le même principe, si vous voulez, que la mise en examen est souvent plus commentée que le non-lieu qui arrive derrière, qui lui se retrouve, voilà, la mise en examen sera en première page, le non-lieu, vous le verrez. Ce qu'on appelle des bots, des robots en quelque sorte, hein, des robots numériques, qui vont accentuer le phénomène et le relayer le plus rapidement possible. Alors, ça peut être soit dans un but de désinformation, mais également pour vous, comme je disais tout à l'heure, pour des questions commerciales, hein, et où vous allez avoir des gens qui vont accentuer une tendance au travers d'outils technologiques, mais pas tant que ça. Je vous montrerai tout à l'heure de quoi on parle, ces fameuses fermes à clics, je vous montrerai de quoi il s'agit. Et puis, il y a un point qui est à prendre également en compte, c'est que l'industrie de la publicité en ligne, hein, l'industrie officielle, je dirais, elle a bien compris que la fausse information, ou l'information, même sans aller jusqu'à la fausse information, l'information spectaculaire, elle avait une séduction supérieure, et donc elle allait pouvoir générer du revenu et du clic. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut vraiment compter sur cette industrie de la publicité sur Internet et sur les acteurs qui en vivent, par exemple les réseaux sociaux, pour la réguler, puisque c'est leur revenu. Donc en gros, dire à Facebook de réguler la publicité, de s'auto-réguler en termes de publicité pour limiter les fausses informations, sachant que leur modèle économique est basé sur la publicité. C'est un petit peu, voilà, ils sont à la fois acteurs et donc c'est un problème. Alors, je vous parlais de ces bots, les robots, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits programmes informatiques qui vont agir de manière autonome, semi-autonome, qui vont faire des tâches répétitives, simuler des humains. Vous les rencontrez tous les jours sur Internet, puisqu'ils vont simuler des joueurs dans des jeux vidéo, faire des tâches d'indexation. Hein. C'est pas des gens qui vont sur Internet indexer des pages pour les moteurs de recherche. Hein. C'est des robots, ce qu'on appelle des crawlers, qui font ça et qui ramènent l'information auprès des moteurs de recherche. Et puis, simuler des réponses automatiques. Quand c'est de plus en plus courant aujourd'hui, vous allez sur des sites web et vous voyez un petit pop-up qui monte et qu'on vous demande « Bonjour, est-ce que je peux vous aider ?» La plupart du temps, c'est pas la plupart du temps, c'est tout le temps un opérateur non humain qui fait ça, et puis après, le relais est pris par un opérateur humain. Et puis, ça s'automatise. Parce qu'on peut acheter des clics, des likes, s'acheter une notoriété sur Internet, acheter des j'aime sur Facebook, ça se fait. Et ça se fait autour de ce qu'on appelle des fermes. Je vous disais tout à l'heure que des usines à clics ou des fermes à clics. Ça ressemble à ça, parce qu'il y a quand même, les opérateurs ont mis en place des techniques pour limiter l'automatisation au maximum, donc nécessiter une action physique et un clic. Et donc ça s'est beaucoup répandu en Asie. Cette image vient de Thaïlande, mais on en a trouvé aussi pas mal dans les dans la zone de l'ex-Yougoslavie, où vous avez des batteries de téléphones portables qui sont connectées. C'est plus simple et plus efficace que les ordinateurs, où des gens vont automatiser des mouvements en cliquant
sur des activateurs de notoriété ou des choses comme ça. Voilà, vous en voyez une autre à l'écran, qui vient également de Thaïlande. Voilà. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez qu'on peut très bien, on n'est plus dans l'individu chez lui tout seul qui cherche à lancer une tendance. Là, on est dans des choses qui sont plus lourdes. Et derrière, c'est de l'économie. Donc, que je cherche à augmenter ma notoriété pour mon magasin ou ma marque, ou à lancer une fausse tendance ou de la désinformation ciblée sur Internet, ils n'auront pas de remords à le faire du moment que je paye. Hein. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Voilà, donc, et bien évidemment, j'ai la flèche qui vient pour relayer des tweets. Relayer des tweets automatiquement, c'est aujourd'hui un des vecteurs les plus importants de désinformation. On a beaucoup parlé de Facebook, ils ont fait beaucoup d'efforts, ils continuent d'en faire pour essayer de limiter ces faits. Il y a encore aujourd'hui pas mal la majorité des problèmes viennent de Twitter sur la diffusion de fausses informations et surtout le relais. Rapidement, des chercheurs de l'université de Louvain qui ont fait une analyse assez importante, parce qu'ils ont analysé des dizaines de 170 millions de tweets lors de la dernière campagne américaine. Et conclusion, j'ai essayé de résumer ça, mais sur ces 171 millions de tweets, il y en avait 7,5 millions qui renvoyaient vers des faits. Les comptes automatisent 2 fois plus de fausses informations que les autres, et les comptes non vérifiés ou effacés rapidement sont souvent parmi les diffuseurs principaux. Donc, ce qu'ils ont réussi à prouver en quelque sorte, c'est qu'il y a réellement des actions massives de création de comptes, de faux comptes Twitter, qui ont pour vocation de relayer ou de diffuser, de propager des fausses nouvelles. Voilà, c'est un article qui est paru dans Nature, qui est très intéressant. Vous pourrez vous y référer si ça vous intéresse. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas avoir le temps, et puis surtout en visio, c'est assez compliqué de vous le montrer. Mais je vous conseille d'aller voir ce site, qui est assez intéressant. Mais dès lors que vous tenez à avoir des informations, c'est un site qui est encore expérimental pour l'instant, qui est un travail de l'université de l'Indiana, si je ne dis pas de bêtises, qui cherche à visualiser, à rendre visible un tweet. C'est-à-dire que vous allez taper un mot-clé ou un tweet, quelque chose d'un mot qui buzz sur le moment, et vous allez avoir un résultat graphique de quelle est l'origine, c'est toujours difficile à dire, mais quelles sont les principales personnes qui ont relayé ce tweet, vers qui est-ce qu'il a été diffusé. Enfin, voilà, c'est un schéma que vous allez voir à l'écran. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir, il y a un essai de qualification de ces émetteurs, c'est-à-dire que selon le type de couleur que vous aurez à l'écran, vous saurez s'il y a de probabilité, enfin, vous aurez un indice de probabilité que ces comptes soient automatisés ou non. Et comme on l'a vu, plus c'est automatisé, plus il y a de chances que ça puisse être un relais de fausses nouvelles. Donc, je vous invite à aller voir ce site. Hein. Vous tapez Oxy sur un moteur de recherche. Vous verrez, c'est d'un usage extrêmement simple. Je crois que c'est en anglais, mais c'est vraiment basique à comprendre. Et vous aurez véritablement, prenez une représentation visuelle du schéma de diffusion d'un tweet. Alors, je viens de vous parler de quelque chose de technologique, bien évidemment, de Twitter, de quelque chose d'encore plus technologique, de l'analyse des tweets. Et on va voir que la technologie a un rôle crucial là-dedans, puisqu'elle ne cesse d'évoluer, et que cette évolution ne fait que renforcer les menaces. Pourquoi ? Parce que vous avez une augmentation c'est tout bête, hein, une augmentation de la puissance de calcul qui permet de faire des choses de plus en plus compliquées, de plus en plus fortes et de plus en plus indétectables, et donc de plus en plus susceptibles de tromper les gens. Alors, je vais essayer, j'espère que la vidéo va s'afficher à peu près correctement, de vous présenter quelque chose, en espérant que j'ai du son, ce que n'est pas du tout sûr.
Voilà. Alors, j'espère que, je ne sais pas si vous avez entendu parler du terme de deepfake. Deepfake, pour le faire simple, je pense que vous aviez entendu parler il y a quelques années de ce qu'on appelait le morphing, qui était la capacité de transformer le visage de quelqu'un en le visage de quelqu'un d'autre, de faire un mix en quelque sorte entre des visages. Là, on est exactement dans la même chose, sauf que avant, ce qu'on se contentait de faire sur des photos, maintenant, on est capable de le faire en temps réel sur des vidéos. Pourquoi est-ce que c'est inquiétant? Parce que autant il est compliqué encore aujourd'hui de détecter des images qui ont été bien retouchées, et au- je- alors que pendant longtemps c'était relativement visible, la technologie fait qu'aujourd'hui, dans certains cas, c'est quasi impossible. C'est la même chose avec les vidéos. Ça a été pendant très longtemps compliqué et très visible parce que la technologie et la puissance ne permettaient pas. Aujourd'hui, on arrive à des niveaux de puissance, et encore, on n'en est vraiment qu'au début, qui permettent de réellement de faire des modifications qui peuvent être troublantes. Je vais essayer de vous afficher cette petite vidéo. Donc voilà. Alors c'est la dame que vous avez lue à l'écran. J'espère que voilà, ça va vous parler, en espérant que le lien soit suffisant. On n'a pas le son de la vidéo. Pardon, vous ne voyez pas la vidéo, c'est ça? Non, on la voit, on n'a pas le son. Ah, vous n'avez pas le son. Bon, c'est pas très grave. Regardez les images. Vous allez, si vous n'avez pas le son, regardez les images. De toute façon, je pourrais vous communiquer le lien là aussi si ça vous intéresse. L'intérêt, c'est que vous allez voir des exemples. Donc, la personne que vous avez vue, hein, la première image, c'est la chanteuse Adele, qui dès que j'aurai fait avancer. Voilà. Donc là, c'est intéressant. Donc, cette vidéo qui visait à, à présenter quelques éléments de deepfake par la chanteuse Adele. Voilà, je vais revenir en arrière, vous allez voir ce qu'on peut faire. Donc voilà, hein, vous voyez l'image à l'écran. Franchement, si vous ne savez pas que c'est une vidéo retouchée, c'est quasi impossible de savoir, hein. Et puis, voilà, vous voyez le visage qui change instantanément dès lors qu'on enlève le traitement numérique sur l'image. Voilà, c'était juste pour vous montrer ce qu'aujourd'hui, et encore cette vidéo a quelques mois, ça évolue très très vite, ce qu'on est capable de faire en termes de puissance de calcul et donc de potentielle tromperie, hein, du public. Parce que avec ça, je peux faire dire à peu près n'importe quoi à n'importe qui et le diffuser sur les réseaux. Alors, juste pour rappel, hein, de l'intervention du numérique dans la vie publique, la campagne de François Fillon, la dernière campagne de présidentielle, a été ébranlée, le mot est faible, par un article dans la presse traditionnelle. Donc voilà, cet article, hein, c'était le premier titre du Canard enchaîné sur voilà, les 600 000 euros qui empoisonnent Fillon. Effectivement, ça l'a légèrement empoisonné sa campagne, mais on était encore dans... attention, je ne parle pas du tout de fake news, hein, je parle simplement du process, hein. On était dans une campagne qui a été abîmée, on va dire, par la presse traditionnelle. Dans le cadre de Benjamin Griveaux, dans la campagne pour les municipales de Paris, là, on est peut-être dans la première fois où on a une campagne qui est arrêtée, ruinée complètement, par un tweet. C'est un tweet, c'est celui-là que vous avez à l'écran, hein, qui a été le déclencheur de l'explosion de cette campagne. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que la personne qui a envoyé ce tweet l'a fait, alors que c'est un député, hein, Joachim Son-Forget, du même bord, a priori, que Benjamin Griveaux. Mais ce qu'il a fait, c'est que sous couvert de dénoncer une campagne de désinformation, il a donné, vous le voyez le lien, il a donné le lien vers le site en question qui affichait ces vidéos à caractère sexuel. Donc voilà, tout est parti de là. Après, il y a eu beaucoup de... mon propos n'est pas de discuter du bien fondé de son intervention, mais c'était juste pour vous montrer voilà, que aujourd'hui, les réseaux
Et un simple tweet peut, en quelques instants, détruire une carrière, une campagne politique. Voilà, donc il y a véritablement une puissance. Là, il n'y avait pas derrière, puisqu'il s'est avéré que ça aurait pu, hein, mais il s'est avéré que ces vidéos semblaient vraies. Elles n'ont pas été contestées sur ce terme-là, en tout cas, mais on pourrait très bien imaginer avoir, je ne sais pas, des vidéos avec ce que je viens de vous montrer en deepfake derrière, et puis derrière, aller prouver que c'est faux. Et voilà. L'intérêt étant de vous montrer ce que la technologie est capable de faire. C'est pourquoi il faut s'intéresser sur la temporalité de la désinformation et des infox. Les fake news se répandent très rapidement, en quelques heures, ça va se diffuser, mais elles vont disparaître tout aussi rapidement. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça peut vous intéresser en tant que collectivité, je dirais. On a eu l'eau radioactive qui est apparue l'année dernière, en 2019, me semble-t-il, l'eau au tritium. C'est quelque chose qui a flambé sur les réseaux sociaux et puis qui est disparu très, très rapidement. On peut constater ça avec un historique des recherches Google, le fameux Google Trend dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, la recherche eau contaminée tritium qui a connu une poussée absolument, en France uniquement en plus, hein, une poussée absolument incroyable pour disparaître complètement quelques mois après. Alors, il s'est avéré que cette eau potable assaisonnée à la radioactivité, c'était un article du Canard enchaîné à la base, en presse traditionnelle, mais qui a été repris par un communiqué d'une association pour le contrôle de la radioactivité, sans le nuancer, qui a été repris par des élus traditionnels et des réseaux sociaux, jusqu'à un démenti peu de temps après, hein, puisque l'article du Canard était du 16 juillet et que l'AFP a fait passer son démenti le 20 juillet. Mais on a eu un emballement des réseaux sociaux sur ce fait. Et qu'est-ce qu'il en reste derrière? Le problème, c'est que on est toujours dans « il n'y a pas de fumée sans feu ». Et on a un risque à ce niveau-là, puisque là, vous avez de l'emballement, de l'inquiétude, du complotisme, et puis un doute qui s'installe durablement dans l'opinion publique. Et forcément, une contestation de la parole d'autorité. On l'a vu, voilà, professionnelle, administrative, médicale. Dès qu'on a un problème de santé publique, on a ce genre de choses. Donc, quelque chose qui est faux, il en reste malheureusement quelque chose, du fait de ce doute et de cette contestation de la parole d'autorité auquel on est confronté. Alors, les conséquences de ça dans la société, rapidement, hein, quelques faits. Alors, selon une enquête du CNRS, qui est quand même significative, hein, puisqu'elle a été menée auprès de 7000 élèves de seconde en 2016. Alors, attention, dans des établissements situés dans des quartiers sensibles. La distinction est importante. Vous aviez 38% des élèves qui pensaient que les attentats du 11 septembre avaient été fomentés par la CIA, avec un taux qui montait à 64% parmi les élèves se déclarant de confession musulmane. C'est un article avec La tentation radicale, qui est une enquête sous la direction de Galland et d'Anne Muxel en 2018. Dans un autre genre, mais vous avez des millions d'Américains qui ont cru et qui continuent de croire aujourd'hui que Barack Obama est musulman et qu'il n'est pas né aux États-Unis. On a plein de choses là-dessus. Bon, un grand classique qui est souvent sujet à débat, mais là, la chose dont je vais vous parler, il n'y a pas débat. Les vaccins peuvent causer l'autisme. C'est quelque chose qu'on entend encore malheureusement souvent. Ça s'appuie sur une étude de 98 qui a totalement été invalidée, puisqu'on a prouvé que l'auteur de cette étude avait été payé dans une sombre histoire de lutte entre cabinets d'avocats, et que cette étude était biaisée de A à Z. Mais on a encore aujourd'hui des gens qui font référence à cette étude pour dire que les vaccins peuvent causer l'autisme. Et pourtant, qu'est-ce que la conséquence de ça? C'est que l'exposition médiatique dont a bénéficié cette affirmation, elle est installée dans l'opinion occidentale, et qu'aujourd'hui, on a beaucoup de notes à cause de ça, et puis de quelques autres. Hein. Mais on verra qu'il y a, comme des fois, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a eu des problèmes, des erreurs de communication qui ont fait que ça a installé un doute, qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de 30% de la population française qui a un doute, au mieux, sur les vaccins.
Voilà. Donc, c'est des questions de santé publique importantes qui peuvent se poser à ce niveau. Alors, je vais vous proposer de faire un test. Alors, le format, là encore, de la visio fait que chacun de vous va le faire dans sa tête, mais je vais vous poser quelques questions. Et puis, vous allez rapidement le noter sur un bout de papier à côté de vous ou dans votre tête, puisqu'il n'y a que 4 questions. Et après, on comparera les réponses. Donc, je vous les affiche et je vous les lis. Vous allez voir, c'est très simple. Durant les 20 dernières années, la part de la population mondiale, donc depuis 2020 en quelque sorte, vivant dans l'extrême pauvreté a presque doublé, petit a. B, elle est restée stable, ou C, elle a diminué de moitié. Donc la part de la population mondiale vivant dans l'extrême pauvreté, doublé, stable ou diminué. Quelle est actuellement l'espérance de vie dans le monde? 50 ans, 60 ou 70 ans? Dans les pays à faible revenu, donc les pays sous-développés, quelle est la part de filles qui terminent l'école primaire? 20%, 40% ou 60%? Et enfin, combien de personnes dans le monde ont aujourd'hui accès à l'électricité? 20%, 50% ou 80%? Voilà. Donc, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à vos réponses. Et puis, je vais vous proposer le résultat. Vous avez systématiquement répondu C, bravo. Vous avez une bonne connaissance de l'état de la planète, mais vous êtes une extrême minorité. Je vous remets la slide précédente. Vous avez raison. C'est-à-dire que depuis les 20 dernières années, la extrême pauvreté a diminué de moitié, l'espérance de vie elle est de 70 ans, il y a 60% des filles qui finissent l'école primaire et il y a 80% des habitants de cette planète qui ont accès à l'électricité. Voilà, donc ça s'appuie sur une étude qui a été menée en 2017 sur un nombre là encore significatif de personnes. Gens qui ont conscience de ces réalités. Donc ça, l'objet, voilà, je vous mets quelques, voilà, la part de la population mondiale, voilà, vous avez les réponses, voilà, je vous affiche les réponses avec la réalité et la source. L'intérêt de vous montrer ça, c'est juste de vous, je pense, pour l'avoir fait plusieurs fois, je pense qu'il y a peu de gens parmi vous qui ont systématiquement répondu C à toutes les questions, parce que l'objet, c'est de vous montrer qu'on a, en l'occurrence par rapport à ces questions, souvent une impression plutôt négative des choses, alors que c'est toujours la réponse la plus favorable qui était la bonne. Donc voilà, c'était pour vous un petit exemple sur les perceptions qu'on peut avoir. Alors, quelles sont les causes de ces problèmes? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est confronté de manière exponentielle à ces problématiques de fake news? On a vu des vecteurs, la généralisation d'Internet, le web 2.0, les réseaux sociaux, la pub, les groupes de pression, la sociologie, le fait qu'une fake news soit plus séductrice qu'une véritable nouvelle. Bon, ok. Mais est-ce que le vrai problème, ça ne serait pas de s'interroger sur la réception de ces fake news? On a vu pourquoi elles étaient diffusées, pourquoi elles se diffusaient, mais ce qui ne serait pas intéressant de s'interroger sur pourquoi est-ce que les gens les acceptent telles quelles, en quelque sorte, sans souvent les vérifier? En quelque sorte, quelle est la sociologie de la réception? Et encore pire que la réception, pourquoi est-ce que derrière, ils vont les relayer? Donc, pourquoi est-ce que tant de gens vont être capables de relayer, donc de diffuser une information qui est manifestement fausse, ou tout au moins sans s'être interrogé sur la qualité de l'information, en quelque sorte, qu'ils allaient diffuser? Il y a des réponses à ça. D'une part, on a une marginalisation de plus en plus importante des médias traditionnels. Aujourd'hui, il y a 50% des Américains qui déclarent s'informer quasiment exclusivement sur les réseaux sociaux et 40% des Français. Donc c'est quand même des chiffres assez importants, avec un phénomène qui, comme je vous le disais tout à l'heure, exponentiel chez les plus jeunes. Je vais vous montrer un petit tableau. Voilà. Ça, c'est une étude américaine de 2018. Juste pour vous montrer les tendances.
par rapport au... Donc, c'est une étude dans laquelle on demandait aux gens sur quelle était leur source d'information principale, et classée par tranche d'âge, donc 18-30, 30-50, 50-65 et plus de 65. Donc, le plus à gauche que vous voyez, c'est la télévision. Donc, vous voyez que la télévision, plus vous êtes âgé, plus vous en servez comme source d'information. Ça a tendance à disparaître chez les jeunes. À l'extrémité à droite, en bleu, ce sont la presse écrite. Donc là, si on regarde cette courbe, 39% chez les plus de 65 ans, 18, 8 et 2%, on peut se dire que la presse écrite est en voie de disparition. Ce qui se constate déjà dans les chiffres de la vente, des ventes de presse en kiosque, je dirais, bien qu'il y ait quand même une réaction sur la presse en ligne, mais bon, c'est clairement pas un média qui est lu par les jeunes. Par contre, la radio, c'est pareil, hein, vous avez bien que ça reste à peu près stable chez toutes les tranches d'âge, c'est quand même très limité chez les jeunes. Et puis, inversement, le troisième en partant de la gauche, les réseaux sociaux sont la source principale d'information chez les 18-29. Ça décroît un peu. Plus vous avancez dans l'âge, plus ça décroît. Le point à noter, c'est que cette sociologie de l'information des jeunes, les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux de demain, donc est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce qu'en vieillissant, vous allez continuer d'avoir ces habitudes d'information, ou est-ce que vous allez les changer? Ou est-ce que le fait d'avoir été élevé dans une culture totalement numérique fait que vous allez continuer ces habitudes? C'est en débat. Bon, alors après, les jeunes ne sont pas les seuls en cause. Hein. J'ai l'air de dire que ne croyez pas que j'ai dit que parce que vous étiez jeune, vous vous informiez mal, et que parce que vous étiez plus. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont plus perméables aux fausses informations, voire même l'inverse. Alors, il y a une étude qui a été faite l'année dernière, en 2016. Elle a été faite en 2018 sur la campagne de 2016. On peut discuter, elle a été discutée notamment sur la méthodologie, mais ce qui est intéressant, c'est de voir quand même les tendances. On s'est rendu compte que les plus de 65 ans partageaient en moyenne 7 fois plus d'articles douteux que les plus jeunes. Vous voyez qu'il faut nuancer le rôle les jeunes dans ce débat. Et puis, comme je vous le disais, on peut s'interroger sur la méthodologie de l'étude. Par contre, ce qui est indiscutable, c'est que les plus jeunes, disposent de codes et d'une culture numérique qui n'est pas forcément celle de gens qui n'ont pas été élevés et biberonnés par Internet, et que très certainement, les populations les plus jeunes ont également développé une forme de distanciation et de prise de recul vis-à-vis de ces informations. Donc, en gros, c'est pas parce qu'ils s'informent sur les réseaux sociaux, enfin sur Internet, on va dire, et qu'ils regardent des influenceurs sur Facebook qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils regardent. Ils peuvent très bien être conscients du manque de véracité de certaines informations. Voilà, c'est pas simplement lié à l'âge. Un autre point très important, c'est ce qu'on appelle les bulles informationnelles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bulle informationnelle? Eh bien, et on y est tous soumis, quelles que soient nos origines, notre culture, notre niveau d'études. On appelle également ça les bulles de filtre. C'est l'enfermement dans lequel se trouve un individu, l'enfermement intellectuel, la limitation d'un champ intellectuel dans lequel vous vous trouvez, particulièrement quand vous surfez sur Internet. Alors, cet enfermement est de deux sortes. Il est objectif dans le cas de ce qu'on appelle la personnalisation des résultats. Quand vous naviguez sur Google, par exemple, ou sur un moteur de recherche commercial, ça peut être Bing, peu importe, dites-vous bien que les résultats que vous voyez affichés à l'écran ne sont pas les résultats bruts et ne sont pas les résultats identiques pour tout le monde, mais ce sont des résultats qui sont personnalisés en fonction de votre profil. Pour deux raisons. D'une part, pour vous amener de la publicité, parce que quand vous êtes sur Google, pareil, hein, n'oubliez jamais que le modèle économique de Google, c'est la publicité, donc ils ne font pas ça pour la gloire, ils font ça pour gagner de l'argent, et que les résultats qu'on vous affiche sont avant tout sont liés à de la publicité. Donc on personnalise, et on va essayer de personnaliser, vous afficher de l'information qui va vous amener à cliquer pour faire de la publicité. Donc ça veut dire que si je dis n'importe quoi, par exemple, sur un moteur de recherche, vous tapez piscine,
un premier mot qui me vient à l'esprit. Si vous tapez piscine sur Google, les premiers résultats que vous allez avoir, c'est les piscines, probablement les piscines municipales qui sont à côté de chez vous. Donc, ça veut dire que derrière, il y a de la localisation, on sait où vous êtes. Et puis, vous allez avoir, je ne sais pas, des produits piscine, éventuellement des constructeurs de piscine. Voilà. Si vous faites la même requête sur un moteur de recherche éthique qui ne collecte pas vos données personnelles et qui n'a pas pour but de gagner de l'argent, en tout cas de cette manière avec vous, les résultats, on vous expliquera. Vous aurez très certainement un lien Wikipédia vers qu'est-ce qu'une piscine, par exemple. Donc, vous voyez qu'il y a une orientation de fait des résultats qui est liée à votre historique. Voilà, ça va être lié à qu'est-ce que j'ai visité avant, pourquoi. Donc, on va essayer de vous vendre des choses et puis de vous satisfaire également en vous amenant des résultats qui sont susceptibles de vous intéresser, de manière à ce que vous ne partiez pas ailleurs. Et le deuxième point, voilà, c'est que quand vous... Là, on est dans quelque chose de plus sociologique. C'est que les pages consultées qui vous renvoient... cette personnalisation fait que ça vous renvoie vers des pages que vous avez l'habitude de consulter, qui vont aller dans le sens de ce que vous cherchez ou de ce que vous voulez. Bref, qui vont vous conforter dans votre opinion et pas forcément stimuler votre esprit critique. Parce que vous allez rester dans ce qu'on appelle une bulle informationnelle. On a très bien vu ça. Là encore, je vais citer pendant les Gilets jaunes, parce que c'est un exemple français et puis relativement récent, où on a constaté qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'informaient plus, du fait de la défiance vis-à-vis des médias traditionnels, ne s'informaient plus que sur, quasi exclusivement, que sur des réseaux sociaux et sur des groupes de discussion, Facebook par exemple. Donc, avec des gens qui avaient tous la même opinion qu'eux, puisque dès lors que vous émettiez des opinions contradictoires, vous étiez la plus... On a vu violent, où voilà, il y avait des gens qui s'en prenaient physiquement à des gens qui exprimaient des opinions contraires. Donc voilà ce qui est une bulle informationnelle, et on y est tous soumis, volontairement ou involontairement, dès lors qu'on navigue sur Internet. Et on verra... Alors, voilà, je résume. Donc, elles sont à la fois techniques et algorithmiques. Ça peut être, par exemple... Oui, il y a aussi un point qui est important, c'est intéressant de le voir. Quand vous visionnez une vidéo sur YouTube, on va vous faire des recommandations. On va vous dire, vous avez vu ça, alors vous allez peut-être aimer ça. Ces recommandations, c'est de la personnalisation, dites-vous bien ça. Hein. C'est pas la recherche de l'affichage, de la chose qui pourrait être le plus exhaustive par rapport à l'intérêt de votre recherche. Non, on vous amène quelque chose où on sait que potentiellement ça peut avoir un intérêt pour vous. Et puis comportemental, donc c'est ce que je disais, hein, elles sont, il est plus facile de rester dans des schémas de pensée qui sont proches de ce qu'on croit ou de ses habitudes que d'essayer de sortir de cette bulle, de casser une bulle pour aller se confronter à des opinions qui peuvent éventuellement vous choquer. Mais c'est tout à fait dans l'air du temps où on dit qu'aujourd'hui, il y a une radicalisation des idées et où les gens ne discutent plus, ne dialoguent plus, ne débattent plus, où chacun campe sur ses positions. C'est tout à fait lié à ces comportements de bulles d'information. Alors, il y a un point également très intéressant, sur les causes du problème. Alors, première chose, c'est, bon, ça je vous l'ai dit, c'est la sollicitation constante des cyber-citoyens, en quelque sorte, que nous sommes devenus par des forces qui cherchent à vous transformer en produit, à vous exploiter politiquement ou à vous orienter vers quelque chose. Il y a un point également intéressant, qui est la notion qui va avec les bulles informationnelles, qui sont les biais cognitifs. Alors, j'ai une petite vidéo, mais je ne vais pas vous la montrer comme il y a un problème de son qui est très intéressant sur un chercheur en sciences, en neurologie, qui explique comment ça fonctionne, mais je peux vous résumer la vidéo qui est la sienne, qui est en gros que quand vous effectuez une action, par exemple, quand vous serrez la main à quelqu'un, quand vous allez, c'est de plus en plus rare avec le Covid, mais avant vous alliez pour serrer la main à quelqu'un, votre cerveau, vous n'avez pas l'impression quand vous tendez la main vers quelqu'un de calculer, ou vous allez faire la bise, vous n'avez pas l'impression de calculer la vitesse à laquelle vous tendez votre main, la manière dont votre main va se déployer, la distance à laquelle elle va s'arrêter de la main de l'autre, la manière dont vous allez la serrer, toute cette interaction est complètement automatisée par votre cerveau.
C'est des choses qui sont acquises par l'expérience, l'habitude, et qui sont traitées automatiquement par le cerveau. Donc, vous n'avez pas l'impression de faire un effort pour effectuer cette action. Bon, bah, dites-vous que dans le traitement des idées, c'est exactement la même chose. Votre cerveau, il est soumis à des sollicitations de plus en plus importantes, à des sources d'informations de plus en plus importantes, et que, comme un processeur d'ordinateur, pour ne pas surchauffer et pour ne pas traiter trop d'informations en même temps, eh ben, il effectue, là aussi, des présélections, en quelque sorte, et que il va pas systématiquement vous amener à contester toutes les informations que vous recevez. Donc, il va avoir tendance à vous maintenir dans ce qu'on pourrait appeler une zone de confort pour ne pas apporter ce qu'on pourrait appeler une dissonance cognitive chez vous. Et ça, c'est très dur d'en avoir conscience et ça nécessite un effort important. Bon, je m'exprime très mal à côté des travaux du professeur Moukébert, qui est docteur en neurosciences, mais si vous êtes intéressé, je pourrais là aussi vous envoyer le lien vers sa vidéo qui dure 3 minutes et qui vous explique ça de manière tout à fait intéressante. Et puis, bah voilà, ça reprend ce que je disais, hein, voilà les deux suivantes. La pensée analytique, la pensée structurée, la pensée réfléchie, c'est quelque chose qui prend du temps et qui doit se mettre en place. Et ce n'est pas compatible avec la vitesse à laquelle se diffusent les fausses informations et les informations de manière générale. Et la conséquence de ça, c'est que l'émotion va prendre le pas sur l'analyse. Et on a, voilà, c'est quelque chose de naturel et c'est compliqué de sortir. Le goût, le temps de savoir qu'à chaque fois que vous allez recevoir une information sur laquelle vous avez un doute ou sur laquelle dont vous voulez être certain, le fait d'aller consulter d'autres sources, de comparer l'information, de se renseigner, ça nécessite un effort, un travail qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde ou à la temps de chacun. Alors, d'autres causes, là encore, puisqu'on va voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui expliquent cette multiplication de ces fake news auxquelles on est confronté. Le double jeu de certains politiques. Alors l'exemple number one, ça reste Donald Trump parce que c'est le champion, je dirais, dans ce domaine. Avec un exemple, encore un tweet qu'on aurait du mal à imaginer dans la bouche d'un politique et encore plus du chef de l'État français, où en fait on lui a beaucoup reproché de diffuser des fausses informations, et lui-même a retourné complètement la chose en qualifiant de fausses informations toute information qui lui déplaît, quand bien même elle est vraie et étayée. Donc forcément, dès lors que vous faites ça, vous créez une espèce de doute et de mélange des genres qui est dangereux. Là, par exemple, je vous disais, ce tweet est inquiétant dans le sens où où il dit que tellement de fausses nouvelles sont diffusées par la presse, avec le pire, la plus mauvaise place pour NBC, CBS, ABC et CNN qui écrivent des fictions. Donc, c'est comme si, quand on connaît NBS, CBS, ABC et CNN, qui sont en gros les plus gros médias traditionnels aux États-Unis, mais on a la même chose avec la presse traditionnelle. Où on a vraiment le chef de l'État qui accuse nommément les plus gros organes de presse de fausses nouvelles. Là, il y a véritablement un mélange des genres. Alors, ça avait conduit la presse américaine à sortir, je crois que c'était le Washington Post, mais là aussi j'ai le lien, si ça vous intéresse, je pourrais vous l'envoyer, puisque c'est toujours en ligne, à répondre à Donald Trump. Alors ils ont fait un travail de journaliste absolument incroyable, où ils ont recensé l'intégralité pendant la campagne de 2016 de ses discours et de ses affirmations.
et de toutes ces fake news qui lui sont attribuées, et chacune est sourcée et documentée. Donc c'est une page web sur le site c'est du New York, pardon, c'est sur le New York Times, et c'est une très très longue page web sur le Times qui recense chacune de ces fausses informations avec le pourquoi c'est pas vrai en fait. Donc c'était un travail pour répondre à cette. Et puis bon là j'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais il y a un documentaire qui est très intéressant qui est passé sur Arte il y a quelques temps, qui est toujours disponible en VOD, qui s'appelle Comment Trump a manipulé l'Amérique, et qui parle beaucoup de ces techniques de désinformation à vocation politique, et de la manière dont elles sont mises en place en 2016 pendant la campagne, notamment au travers de quelque chose dont vous avez certainement entendu parler, qui s'appelle Cambridge Analytica, qui était en fait un cabinet de conseil numérique qui faisait des sondages. Et en fait, pourquoi ça a fait scandale? Parce que ils ont extrait des données de personnes auprès desquelles ils n'avaient pas reçu l'autorisation. Donc c'est pour ça que c'est sorti dans le public. Mais ce qu'il faut avoir conscience, c'est qu'aux États-Unis notamment, il est tout à fait légal de collecter des données à caractère personnel pour les réutiliser ensuite, pour définir des profils psychologiques ou des choses comme ça, pour essayer d'influencer l'électorat derrière. Et voilà, ça parle de tout ça, mais j'ai pas le temps d'y aller, mais c'est extrêmement intéressant pour comprendre les processus de manipulation, notamment via Facebook, qui peuvent intervenir dans une campagne électorale. Alors, une autre cause, c'est que le populisme qui se nourrit de la critique permanente des médias et des experts, de ceux qui savent en quelque sorte, c'est un phénomène qui est commun aux extrêmes. Mais en France, ce qu'on appelle les extrêmes sur l'échiquier politique, ça représente quand même 40%, extrême gauche et extrême droite réunis, c'est 40% de l'électorat de la premier tour de la présidentielle de 2017. Et pourquoi conspirationnisme des extrêmes? Parce qu'il y a des études qui montrent que plus vous êtes à gauche ou à droite de l'échiquier politique, et plus vous êtes sensible à certaines théories. Voilà quelques chiffres. Voilà, donc là, c'était la théorie du complot sur l'attentat de Strasbourg. Vous voyez, la ligne bleue, c'est la ligne médiane, hein, donc, et selon votre proximité partisane, voilà, plus vous êtes à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, plus vous êtes perméable en quelque sorte à ce type de nouvelles. Voilà, d'autres exemples. Les vaccins. Alors, ce qui est intéressant sur les vaccins, c'est bon, la courbe en U, mais elle est moins sensible qu'ailleurs. Ce qui est très intéressant, voilà, je vous disais 30% tout à l'heure, non, on est à plus de 40%. Plus de 40% des personnes qui émettent un doute sur le fait qu'on nous mente, enfin, on nous cache certaines choses au sujet des vaccins. Donc, vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui est très prégnant dans la société. Et je crois que j'en ai un dernier. Voilà. C'est un peu inquiétant là aussi. Vous voyez que la théorie du complot sur la mission, donc le fait qu'on l'homme soit allé sur la Lune, on a quand même une ligne médiane à 9%. Donc, il y a 9% des gens qui pensent qu'on n'est pas allé sur la Lune. C'est récent, hein, c'est une étude qui a été faite en France il y a 2 ans. Voilà, donc, et bon, là aussi, on voit, on monte à 12 et à 13 à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Un point très important, c'est la puissance communicante des lobbies, là également, ce qu'on appelle les hyper-militants. Alors, je cite un exemple, la fachosphère, mais c'est vrai à tous les niveaux, et de l'extrême gauche, là encore, à l'extrême droite. Plus vous êtes ce qu'on appelle un hyper-militant, quelqu'un d'extrêmement engagé, plus vous allez communiquer et diffuser de l'information. Bien évidemment, de l'information qui va dans votre sens de pensée, en quelque sorte. Mais il y a une véritable... Voilà. Les gens, les gens les plus motivés sont ceux qui sont les plus impliqués, donc ce sont ceux qui communiquent le plus. Puis dernier point, c'est que cette radicalisation des idées à tous les niveaux, qui induit, ce que je vous disais tout à l'heure, une consultation quasi exclusive de sources partisanes, c'est-à-dire que je ne m'informe plus que dans un milieu qui est celui avec lequel je suis d'accord, fait qu'on a une méfiance de plus en plus importante des médias traditionnels et une critique. Et le stade suprême de ça, c'est ce qu'on a vu arriver aux États-Unis, c'est encore pas vrai chez nous, mais les Américains sont souvent précurseurs, c'est ce qu'on appelle les alternative facts,
où la vérité factuelle n'est plus importante, elle passe au second plan derrière l'idéologie et ça devient une opinion. Et ça a été en quelque sorte théorisé par une conseillère par Kellyanne Conway, qui était la conseillère de Trump, à propos, en l'occurrence, là, c'était à propos de l'affluence, du débat sur l'affluence à son investiture, où en fait, si on écoute ce que disent certains de ces conseillers politiques, la vérité en tant que telle devient une opinion, n'est plus une vérité, n'est plus un état de fait, mais ça devient une opinion comme une autre. Donc il est, du coup, puisque c'est une opinion, il est légitime de la discuter et de la contester. Voilà. Et puis vous avez un petit schéma là qui montre que la radicalisation en fait de l'information aux États-Unis, et les gens ne s'informent plus qu'auprès des médias dont ils sont proches, sans chercher à... Alors, je vous ai présenté plein de... Il est quelle heure? Il est 11h20, donc il nous reste une grosse demi-heure. C'est pas mal. Je suis désolé, je pense que je vais assez vite sur certains points, mais comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de... Il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour essayer d'avoir une vision globale des problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Donc, je suis navré d'aller vite, mais il faut que j'avance pour vous présenter des choses qui me semblent essentielles dans cette discussion. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la prise en compte de la portée des fake news dans l'opinion, et notamment auprès des jeunes, elle a eu lieu en France après les attentats de 2015, où un certain nombre de mesures ont été envisagées pour y répondre, à l'éducation des jeunes aux médias, ce qui est très important d'éduquer à l'esprit, on l'a encore vu malheureusement ce week-end, mais l'éducation à l'esprit critique, c'est quelque chose qui est essentiel dans la société, l'éducation, le droit de ne pas accepter les choses telles qu'on vous les présente, mais de chercher, de se renseigner, de comparer, de confronter les points de vue. Donc la création de référents numériques, le rôle accru du service civique, voilà, c'est des choses qui avaient été lancées en 2016. On a eu également des acteurs économiques qu'on souhaitait, après on ne sait jamais si c'est ce qu'on pourrait appeler une forme de greenwashing, mais qu'on essayé de sensibiliser les plateformes sur lesquelles ils font de la publicité à ces problématiques et à menacer de supprimer la publicité sur celles qui seraient pas assez responsables. On a une responsabilisation des plateformes avec la mise en place de procédures d'urgence, de référencement de sites, de fermeture de comptes. On est en plein dedans en ce moment, bien évidemment, avec ce qui s'est passé. Vous imaginez que toutes ces choses sont d'autant plus d'actualité aujourd'hui. Mais c'est très compliqué parce que responsabilisation des plateformes, ça veut dire que vous mettez le niveau qui fait la censure en fait. Le problème, il est là pour ces plateformes. C'est à quel moment est-ce que je suis dans la loi et à quel moment est-ce que je suis dans la censure. Qui va décider que telle information que je diffuse, elle est vraie ou elle est fausse? Vous direz, il y a des choses qui sont extrêmement factuelles et qui sont rapidement vérifiables. Oui, mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est quand on est borderline, quand on est à la limite. Quand on est à la limite, qui décide si c'est une opinion et si c'est un fait, si c'est affichable, pas affichable? Enfin, voilà, la problématique de la censure, elle est rapide. Encore plus quand c'est un gouvernement qui s'en charge. On a eu qu'il y a quelque temps rappelez-vous le scandale qu'avait fait la liste qu'avait publié le gouvernement de médias crédibles en quelque sorte. Ça avait fait scandale. Donc voilà, c'est problématique. On est toujours à la limite entre la liberté d'expression, d'opinion, et puis la censure nécessaire de gens qui ont véritablement des projets de désinformation. Voilà, donc y a des choses qui se mettent en place, mais voilà, le machine learning, c'est-à-dire apprendre aux ordinateurs à détecter tout du moins les plus grosses fausses nouvelles, le fact-checking indépendant, c'est-à-dire de s'adresser à des acteurs externes qui pourraient faire du fact-checking, la mise en place bien évidemment en interne de fact-checking. Aujourd'hui, toutes les agences de presse et les grands magazines et les grands journaux ont en interne une agence de fact-checking, puisque eux-mêmes peuvent être soumis à des informations. Et puis un projet, mais c'est pas activé, la notion de, voilà, vous l'avez qui s'affiche à l'écran, de signalement sur tout. Enfin, c'est activé, mais c'est pas encore une fonction permanente. Le fait de pouvoir, pour l'internaute, signaler un contenu manifestement inapproprié pour intervenir rapidement et le faire supprimer. Et puis, vous avez le rôle des plateformes, on le voit actuellement.
Facebook, il y a interdire c'est de la semaine dernière, je crois, a interdit les publicités anti-vaccins sur ses sites. Twitter vient de suspendre, là aussi c'était la semaine dernière, toute une série de faux comptes de supporters qui étaient censément être, parce que Trump a essayé de récupérer l'électorat noir, ils ont détecté toute une série de faux comptes faussement attribués à des personnes noires qui venaient en soutien de Trump, ils les ont supprimés. Donc il y a vraiment une prise en compte des plateformes de ces problématiques, mais comme vous voyez, ça reste compliqué à la fois techniquement et à la fois sur voilà, où vous placez le curseur et la limite de leur intervention. On a également une réponse juridique qui a été apportée et qui continue d'être apportée en France. Alors, elle est ancienne, comme on le disait tout à l'heure. Ça existe déjà en droit français. La diffusion de fausses nouvelles est ancienne. C'est déjà une infraction pénale depuis longtemps. Et le fait de publier, de diffuser, de reproduire des informations fausses ou des pièces fabriquées, falsifiées, voire mensongères, que vous soyez sur Internet ou pas, c'est la même chose. Et puis, on a la récente loi, bien évidemment, relative à la manipulation de l'information qui faisait suite à ces problèmes qu'on avait eus pendant les dernières campagnes électorales et qui vise à lutter contre la manipulation de l'information en période électorale. De manière à savoir qui paye pour diffuser telle information, combien, est-ce qu'il y a utilisation de données personnelles, etc. etc. Donc cette loi a été très contestée et discutée aussi par aussi bien des juristes qui disaient que en fait on avait déjà c'est une critique récurrente, mais on a déjà dans la loi tout l'arsenal juridique pour lutter contre ça et qu'il n'est pas nécessaire de rajouter des couches, et puis des gens qui s'inquiétaient pour la liberté de l'information, du fait que le gouvernement puisse, notamment en période électorale, avoir un contrôle sur certains types d'informations qui étaient diffusées. Alors, pour nuancer ce propos, attention toutefois, j'ai évoqué plein de fausses informations, mais je vous dis qu'il faut, voilà, la bordure est souvent proche et il faut faire attention puisque les complots politiques et économiques, on peut dire ce qu'on veut, c'est des réalités historiques. Il y a toujours eu des tentatives et même plus de désinformation qui émanait de gouvernements, de pays, d'individus, bien évidemment, mais voilà, quelques affaires célèbres. L'affaire Dreyfus, bien évidemment, les armes de destruction massive en Irak avec Colin Powell qui affiche à la tribune de l'ONU des choses qui étaient fausses, l'affaire des couveuses en Irak où en fait on s'est rendu compte que c'était la fille de l'ambassadeur koweïtien à Washington qui avait été appelée à témoigner comme étant une infirmière qui avait vu des soldats irakiens enlever les bébés des couveuses. Enfin voilà, oui, ce genre d'histoire, ça a toujours existé et c'est vrai. Donc on ne peut pas nier qu'il y ait des complots politiques. Juste pour information, Galilée n'a été réhabilité par l'Église officiellement qu'en 1996. Oui. Le darwinisme qui est remis en question en permanence aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas oublier toujours que la popularité du terme fake news, c'est ce que fait Trump, souvent, ça peut servir, ça peut être utilisé pour renvoyer quelque chose qui vous gêne ou qui est embêtant dans le bruit courant d'Internet, en disant non, ça c'est de la fake news, sans aller plus loin. Oui, mais pourquoi? Donc, il y a un rôle démocratique, en quelque sorte, auquel il faut faire attention. Voilà. Donc voilà, la méfiance des réseaux sociaux doit être contrebalancée par leur rôle démocratique et puis leur rôle, ce que je vous disais tout à l'heure, les printemps arabes par exemple, ils sont nés il faut pas oublier que c'est né sur les réseaux sociaux. Donc c'était un moyen de lancer une révolution et de combattre des dictatures via des réseaux sociaux. Alors, un point rapide. Non, je vais passer, puisque ça, c'est des choses qui sont très, très scientifiques, juste pour vous rappeler quelque chose que on a très souvent aussi, ça aussi, dans la presse,
on va dire des articles liés à la science et à des avancées scientifiques majeures. C'est en général des choses assez percutantes qui vont dire tiens, on a découvert une forme de vie extraterrestre, ou alors telle molécule pour vous faire maigrir, ou des choses comme ça. Et en fait, c'est rarement totalement faux, hein, mais c'est souvent des choses qui sont mises en avant, où il y a des effets masquants, où ça peut être orienté. Là, j'ai mis quelques exemples, mais n'oublions pas que, par exemple, les fabricants de cigarettes ont financé pendant des années des contre-études, parce qu'ils avaient du mal à dire quand même que la cigarette était bonne pour la santé, bien que je vais vous montrer 2 ou 3 images où ils ont essayé de le faire. Mais l'idée, c'était plutôt de monter des contre-études sur des sujets annexes pour faire oublier en quelque sorte la cigarette. On a eu la même chose dans l'agroalimentaire avec le sucre, le lobby du sucre qui a payé en quelque sorte un certain nombre d'études sur les graisses, en disant que voilà, intéressez-vous plutôt aux graisses qu'au sucre. On a plein de choses comme ça. Tenez une petite image voilà, qui s'affiche. Voilà, quand même des publicités qu'on avait dans les années 50, où en gros, c'est des choses qu'on en trouve plein sur Internet. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Vous avez toujours un monsieur avec une blouse et un stéthoscope qui est là pour vous montrer que c'est chouette de fumer des cigarettes et que c'est pas mauvais pour la santé. Et il y avait souvent le fait que ça dégageait la gorge et les bronches. C'était intéressant. Alors, il y a également une défiance qui est malheureusement liée au fait que, voilà, ce qu'on appelle la science réglementaire, il y a un certain nombre de scandales sanitaires et qui ont fortement décrédibilisé la parole publique et donc la parole scientifique. Un bel exemple, c'était celui-là, hein, pour les plus anciens d'entre vous, ça rappellera quelque chose. Bien que sur le fond, ça n'ait pas été exactement ça qui a été dit, mais enfin, ça a été retenu comme ça, en gros, à l'époque de Tchernobyl, on avait des messieurs, là encore en blouse blanche, qui venaient sur les plateaux de télévision, mandatés par le gouvernement, ou tout du moins appartenant à des organismes officiels, pour nous expliquer que, voilà, vous voyez, ça, c'était une capture d'écran du journal d'Antenne 2 à l'époque, pour nous montrer un gros stop sur la frontière française pour le nuage de Tchernobyl. Bon, c'est faux comme information et que l'objectif numéro un était avant tout de rassurer les populations. Mais quand on voit les taux de contamination qu'on a eu, notamment dans les massifs en Corse ou dans le sud des Alpes, il est bien évident que le nuage s'est pas arrêté à la frontière. Mais voilà, ce genre de choses dont les gens ont pris conscience plus tard, bah forcément, c'est des choses qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, et effectivement, on se dit toujours, quand on nous présente quelque chose, on dit oui, ben non, c'est pas vrai, regardez ce que vous nous aviez dit à l'époque de Tchernobyl. Donc voilà le risque. Un autre point également à prendre en compte, c'est que la généralisation d'Internet, ça a ouvert à des non-spécialistes un accès à des moyens et des études qui d'habitude étaient réservés à des spécialistes, à des professionnels. Mais aujourd'hui, n'importe qui, depuis chez lui, peut contester à peu près n'importe quoi en fabriquant des faux éléments, des fausses preuves, ou même en exagérant des résultats. Donc voilà, il n'y a plus... Voilà, tout peut être contesté, quelques liens. Alors, on a pris conscience de tout ça. Hein, je vous disais qu'il y a eu des réactions suite aux attentats de 2015. Il y a eu un certain nombre de mesures juridiques qui ont été prises. Et puis, on a eu un rapport important de la Commission européenne en mars 2018 qui a donné un certain nombre de pistes à étudier. Il est en anglais, mais j'ai résumé ici voilà, les points majeurs qui ont été... voilà, en gros, la réponse à la question comment lutter contre tout ce que je viens de vous présenter, c'est ça. La première chose à faire, c'est qu'il y a une culture évidente à mettre en place de l'information et des médias numériques, notamment auprès des plus jeunes. Qu'il y a une responsabilité dans le développement des technologies. Vous ne pouvez pas développer une technologie et la mettre à disposition sans au minimum avoir conscience de ce que vous faites. On en revient par exemple avec ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le deep learning ou sur le deepfake. Il y a des choses, voilà. Il y a bien évidemment la nécessité d'avoir une presse pluraliste. Quand je veux dire pluraliste, c'est que une presse représentative de toutes les sensibilités, de toutes les opinions, qui n'appartiennent pas à quelques groupes financiers et qui soit le plus
la plus large possible. Il faut également démonétiser les fake news. Ça fait référence à ce que je vous disais sur ces notions de clic, de publicité, d'affichage, qui font que plus votre information est fausse, plus elle peut vous ramener d'argent. Ça, il faut arriver à combattre ça. Et il faut impérativement dissocier information et publicité. C'est quelque chose qui est essentiel et qui très souvent est mixé dans les pages web. C'est un point essentiel, mais voilà, qui est problématique. C'était déjà l'ancêtre de ça, c'est, vous vous rappelez, dans certains magazines ou dans la presse traditionnelle, vous aviez ce qu'on appelait vous avez toujours de l'info-publicité, c'est des articles qui sont de la pub en fait, mais il est écrit en tout petit, en haut ou en bas, info-publicité. Mais c'est de la pub. Sur Internet, il faudrait avoir la même chose. En disant ça, c'est de la publicité, ce n'est pas de l'information vérifiée et qualifiée. Alors, un point intéressant, excusez-moi, je fais un petit point sur l'heure, oui, très bien. Un point intéressant, c'est qui concerne d'autant plus le public auquel je m'adresse aujourd'hui, c'est comment se positionner comme entité face aux fake news. Vous avez une copie d'écran de la Gazette là, qui est sortie. En fait, c'est un dossier, mais ils ont compilé des articles qui existaient pour certains depuis longtemps, mais disons qu'ils ont regroupé tout ça autour de. C'est un dossier qui, si vous êtes abonné à la Gazette, je vous invite à aller le voir, qui est la communication territoriale à l'heure des trolls et des fake news, qui vous parlera d'un certain nombre de choses intéressantes qui peuvent vous concerner. Je vais essayer de résumer quelques-uns des points qui sont évoqués et puis d'autres que j'ai ajoutés. Comment se positionnez-vous en tant qu'individu, que responsable d'un service que vous avez, parce que vous êtes en charge du Facebook de votre institution ou même d'une partie de votre institution. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des médiathèques, ça peut être le service de l'eau, ça peut être, je ne sais pas, peu importe. Comment est-ce que vous devez vous positionner par rapport à ces problèmes? Alors déjà, la première chose à faire, ça paraît évident, mais c'est ça. C'est éviter de vous mettre vous-même en position d'être accusé de générer ou de relayer une fausse information. Ça, c'est le point le plus essentiel, mais ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le share, le diffuser, le retweeter, il faut toujours faire très attention. Et la première chose à faire, c'est ça. C'est contrôler et sourcer l'information que l'on diffuse ou que l'on reroute. Un deuxième point important, c'est d'éviter le silence. Alors, je ne suis pas un expert de la communication, ce n'est pas mon métier, mais dans les faits, il s'avère que de faire le mort, ça ne marche pas. Quand on est mis en cause, accusé, c'est pas une bonne stratégie de manquer de réactivité et de transparence, parce que c'est quelque chose que souhaitent les gens en général. Et ils attendent de vous et des institutions et des gens dans lesquels ils devraient avoir confiance, ils attendent de vous que vous faisiez preuve de transparence et de réactivité. Voilà, pour éviter l'effet Lactalis, Volkswagen, je pourrais vous rajouter Lubrizol récemment. La critique numéro 1 venait de ça. Il est également très important de mettre en place une stratégie de communication qui prennent en cause le temps judiciaire qui est très différent du temps médiatique et du temps des réseaux sociaux. Ça, c'est important parce que le fait, et ça revient un petit peu à la ligne du dessus, si vous réagissez en vous disant « Oh là, mais c'est un problème grave et gênant, on va confier ça à la justice », oui, mais le problème, c'est que le temps de la justice, il n'est pas du tout le temps du développement d'une rumeur sur Internet et qu'il va falloir que vous, d'une manière ou d'une autre, que vous puissiez réagir avant, en prenant en compte cette différence de temporalité. Et vous ne pourrez malheureusement difficilement vous en remettre uniquement à la justice. Il va falloir mettre avant en place une stratégie de communication. Et puis, bien évidemment, il est indispensable, mais en amont, d'envisager une réponse judiciaire et de connaître surtout quelles sont les possibilités de réponse judiciaire quand vous êtes voilà. Comment est-ce qu'on peut contacter une plateforme? Comment est-ce qu'on peut demander un déréférencement rapide? Comment est-ce qu'on peut publier des correctifs? Voilà. Comment il faut que les gens qui sont au pilotage de la communication et des réseaux sociaux soient au fait
des dernières évolutions législatives, c'est une chose, et puis des moyens de réagir rapidement, de comment est-ce qu'on peut bloquer un compte sur Twitter, comment on peut le faire, comment tout au moins, quelles sont les procédures à connaître, comment est-ce qu'on peut avoir accès au droit à l'oubli sur certaines choses. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître, et il faut qu'aujourd'hui les experts et les juristes soient également au fait de ces questions. Voilà. Alors, là, je vous ai présenté comment est-ce que vous pourriez, quelles sont les bonnes pratiques, en quelque sorte, à mettre en place en tant que quantité. Je vais maintenant voir rapidement les quelques outils qui peuvent vous permettre, à vous, en tant que personne, de contrôler, de vérifier des informations quand vous avez un doute. Alors, très souvent, on est dans une société de l'image, et très souvent, les fausses informations prennent la forme d'images. Bon. La première chose à faire, alors c'est pareil, hein, je suis navré, mais c'est normalement quelque chose qui est relativement interactif, avec des exemples, et j'ai besoin de switcher d'un ordinateur à l'autre. Là, le fait, la forme de l'intervention fait que c'est un peu compliqué, donc je suis obligé de rester dans le théorique, j'en suis navré. Mais j'espère que je vous ferai comprendre suffisamment bien ce que j'essaie de vous expliquer. Bien. Donc, d'une part, la vérification d'image, on est bien d'accord que c'est quelque chose ça n'est pas récent là non plus. Hein. Je vous rappelle qu'à l'époque soviétique, par exemple, le nombre d'images, mais ce n'est qu'un exemple, de Staline ou de Lénine qui ont été retouchées avec des personnes qui, au fur et à mesure, disparaissaient des photos officielles. C'est pas nouveau, et ça n'a pas attendu l'arrivée du numérique. Bon, sauf qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile techniquement de le faire. Mais le principe, là encore, est ancien. Bon. La première chose à faire quand vous avez un doute sur une image, c'est de faire ce qu'on appelle une recherche inversée. S'agit-il d'une photo originale? Est-ce qu'on vous l'a envoyée? Dans ce cas, est-ce qu'on peut la retrouver ailleurs sur Internet? Vous recevez une image, on vous dit, tenez, regardez, ça vient de se passer. Si ça vient de se passer et que je viens de prendre la photo pour vous l'envoyer, je ne dois pas la trouver sur Internet. Bon. On va pouvoir voir si effectivement cette image n'existe pas, en tout cas sur les moteurs de recherche. Parce qu'il faut dissocier Internet et moteur de recherche, et web visible, on va dire. On va dire que 10% d'Internet au travers des moteurs de recherche. Mais la grande partie d'Internet n'est pas visible, pas qu'elle soit cachée, mais elle n'est pas indexée par les moteurs de recherche. Donc, si c'est une photo, par exemple, est-ce que la légende, toutes ces choses sont vérifiables, hein. Il y a des outils qui permettent de faire la légende d'une photo, bien évidemment, sa localisation, le contexte, voilà. Est-ce que tout ça, c'est correct? Parce que l'image peut être vraie, mais par contre, la légende peut être totalement fausse. On a vu, je vais vous citer un exemple, par exemple, une image qui avait été, là encore, c'est pendant les Gilets jaunes, largement diffusée sous le titre « Les médias nous mentent, les chiffres des manifestations sont faux ». Et on voyait une image de la grande place de Toulouse avec des milliers de personnes sur la place, tout habillées en jaune, et en disant voilà les images réelles de la manifestation d'hier, alors qu'on nous a dit qu'on était, je sais pas, 2000 ou ça. Je me souviens plus. Bon, en fait, il s'est avéré, vous prenez cette image, vous la faites glisser dans un moteur de recherche inversé, et vous vous rendez compte que cette image avait été prise, en fait, quand Toulouse avait gagné le championnat de France de rugby, et le maillot de Toulouse était en jaune, ils étaient tous habillés en jaune, mais la photo était prise de haut, de loin, difficile de voir. Bon, voilà, vous comprenez le principe. Donc ça, en une demi-seconde, j'ai trouvé, avec une recherche inversée, vous allez trouver d'où vient l'image et à peu près quand est-ce qu'elle est apparue sur Internet. Bon, voilà, je vous cite deux sites parmi les plus connus pour le faire. Je vous laisserai aller l'essayer vous-même. Vous tapez Reverse Photo, donc c'est l'outil de Google, ou Tinai, qui en est un autre. Et là, pour chaque photo, vous allez faire simplement glisser la photo, ou alors aller la chercher sur votre ordinateur et l'envoyer sur le site. Et là, vous allez retrouver toutes les... Ça peut même être un morceau d'image, hein, ça n'a pas besoin d'être la photo complète, mais si vous avez un doute sur un bout d'image, vous allez pouvoir trouver quand est-ce qu'elle est apparue sur Internet, combien de fois, quand est-ce que vous pouvez trier par date pour voir quand est-ce qu'elle est apparue la première fois sur les moteurs, etc., etc. Donc tout de suite, ça vous permet, de contextualiser, de voir éventuellement le nombre de fois où cette image a été utilisée dans un mauvais contexte. Enfin, voilà, ça devrait ça aide beaucoup, de manière générale.
Alors, vous avez également des outils. Je vous disais tout à l'heure que c'était très difficile, et ça l'est effectivement, hein, mais il y a quelques outils en ligne qui permettent de, d'avoir des doutes, on va dire, sur certaines images pour voir on va dire que si ça a été fait grossièrement, ça va apparaître assez facilement. Donc, il y a des logiciels qui se téléchargent, qui permettent de le faire, et puis il y a quelques sites, dont celui que je cite là, Forensically, qui permet, en uploadant l'image sur le site, de passer un certain nombre de filtres sur l'image et de voir si certaines zones ont été numériquement retouchées. Voilà. Mais on arrive là dans des choses qui sont quand même un peu plus techniques que ce que je vous ai présenté précédemment sur la recherche inversée. Alors, concernant les contenus Facebook, Twitter, les mails, voilà. Là, on parle ce que je disais également, hein, on est dans des choses qui nécessitent un effort et un travail et qui vont nécessiter une mini-enquête à chaque fois. Pour déterminer l'origine. Est-ce que c'est cette image ou ce texte qu'on m'envoie, est-ce que c'est un contenu original, est-ce que c'est une reprise, la source, qui est selon moi l'élément essentiel, qui l'a mis en ligne en premier et d'où vient cette information, et quelle est la qualification de la personne qui la diffuse. La date, on a très souvent un grand classique, comme je vous le disais pour cette image des Gilets jaunes, mais dès qu'on a souvent des images de foule, et on le voit tous les jours dans les médias, sur les réseaux sociaux, où en fait vous avez des images qui sont totalement hors contexte, qui appuient un fait ou un événement qui peut être vrai, hein, mais l'image qu'on vous met pour le justifier est fausse. Voilà, le lieu, est-ce que c'est identifiable, d'où ça provient, etc. Et puis vous avez des méthodes qui ont été mises en place par les grandes plateformes, notamment pour éviter les problématiques d'usurpation d'identité. Vous voyez par exemple ce tweet de Julian Assange sur Twitter, et en fait il est faux, parce que Julian Assange sur Twitter il communiquait via une adresse Wikileaks. Donc ça c'est juste pour vous montrer ce qu'est un faux compte. Pourquoi est-ce que c'est vrai? On distingue la différence. Vous voyez que Julian Assange, il n'y a rien à côté du texte, alors que Wikileaks, vous voyez tout de suite qu'il y a ce petit symbole bleu, qui est un système qui a été mis en place par Twitter pour qualifier un compte, parce que sinon sur Twitter, des Emmanuel Macron, vous en avez 15, 20, je ne sais pas. Hein. Pour être sûr que vous vous adressez normalement à la bonne personne, vous avez ce système qui a été mis en place par Twitter et par Facebook, bien évidemment, ce qui s'adresse en premier lieu aux personnalités publiques. Voilà, on a mis, nous, en place avec des collègues universitaires ce qu'on appelle la méthode VERIF, qui est tirée d'une méthode, d'un acronyme américain-canadien exactement, mais qui présente comment évaluer les sources avec tout du moins le plus de sérieux possible, validité, exactitude reliée au sujet, l'intention et la fiabilité. Si normalement vous vous posez toutes ces questions et que vous arrivez à y répondre, ce qui n'est pas forcément toujours le plus évident, vous avez quand même de grandes chances que l'information que vous allez diffuser soit juste. Voilà. Alors, comment mener cette enquête dont je vous parlais? Vous avez quelques possibilités. Sur Twitter, vous avez la fonction rechercher, qui permet de remonter l'historique d'un tweet, et ça peut être intéressant de voir ce que je sais, ou son inexistence, hein. Ça peut être une copie de tweet qui est faux. Vous avez l'outil que je vous ai présenté tout à l'heure également, Oxy, qui est très intéressant, mais qui ne remonte que sur une semaine, donc il faut vraiment réagir instantanément pour le suivre. Vous avez des choses qui permettent de confirmer l'identité d'un site web, et de voir où est-ce qu'il a été enregistré en cas de le doute. Vous pouvez utiliser des choses qui sont Google Maps ou Street View, hein, quand on vous envoie une image en vous disant regardez ce qui s'est passé, c'est horrible à tel endroit. Il suffit, quand le site a été réindexé par Street View, d'aller voir si c'est l'image qu'on vous adresse, la localisation correspond à cet endroit. On peut vérifier également la date, le fuseau horaire, la météo éventuellement. Vous avez même des sites, hein, j'ai mis un lien là, mais qui archivent la météo dans des villes, dans le monde, et vous pouvez savoir s'il pleuvait ou pas tel jour, à telle heure. Voilà, et puis je finis par, mais malheureusement je suis désolé, ça sera totalement illisible, mais les personnes qui le souhaitent, je pourrais bien évidemment vous envoyer la liste d'un certain nombre d'outils, de choses que j'ai évoquées ou pas pendant cette formation.
et qui vous permettent de creuser des sujets que nous avons évoqués ou d'aller vérifier. Voilà, il y a quelques sites comme Hoaxbuster, par exemple, qui permettent de vérifier si une information traîne depuis longtemps sur les réseaux et si elle est vraie ou si elle est fausse ou pourquoi c'est faux. Voilà, certaines bonnes pratiques, vérifier l'identité d'une personne. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et puis j'en ai d'autres que je pourrais bien évidemment vous communiquer. Voilà. J'ai fait le tour de cette présentation. Je voulais qu'on garde un tout petit peu de temps. J'espère que ça sera suffisant pour si vous avez des questions ou des remarques ou des interrogations. Je suis à votre disposition. Eh bien, déjà, je vous remercie parce que c'est un exercice difficile d'intervenir comme ça devant des gens qu'on ne voit pas. Oui, je suis d'accord avec vous. Je préfère voir les gens en vrai, c'est plus sympa. C'est sûr. En tout cas, c'était très, très riche et très complet. Sur le module de discussion, vous pouvez commencer à poser des questions si vous le souhaitez. Nous les suivrons et puis je les reposerai à Monsieur Hochet. Si vous souhaitez poser la question en direct à l'oral, vous pouvez en utilisant la main levée. Voilà, on a quelques minutes encore, donc n'hésitez pas. Pour le moment, les questions qu'il y a eu, les échanges qu'il y a eu sur le chat pendant votre intervention, c'était premièrement savoir si on pourrait partager avoir votre PowerPoint et puis le partager avec nos collègues. Sans aucun problème. Comme vous voyez, il y a un petit, voilà, on a un CC BY en dessous qui est fait pour ça. On travaille beaucoup pour la science ouverte à l'URFIST, donc oui, je partage sans problème mes PowerPoint et mes sources. Il y a deux documentaires qui ont été cités pour continuer à nourrir un petit peu toutes ces ressources que vous avez partagées, notamment The Great Hack et Derrière nos écrans de fumée. Et puis, on a nos amis de la documentation qui ont d'ores et déjà partagé le dossier de la Gazette voilà, via le chat. Donc, tout ça, c'est fait, ça fait partie des belles choses de ces conditions-là, c'est qu'on peut directement compléter et nourrir. Avez-vous des questions et souhaitez-vous intervenir? Ça n'a pas l'air de... Oh, il y a beaucoup de monde encore connecté. Pardon, ça a coupé, je vous ai très mal entendu. Alors, il y a Madame Brain qui lève la main. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour. Oui, juste, en fait, moi, ce qui m'a particulièrement intéressée, et c'est pour ça que j'ai proposé ces deux documentaires que j'ai regardés, c'est comment finalement on peut sensibiliser les enfants, les ados, les jeunes adultes. Et voilà, mais c'est plus un partage que je voulais faire. Je pense que quand vous évoquez ces questions sur finalement comment fonctionne notre cerveau, je pense que voilà, c'est vraiment une attention qu'il faut pouvoir attirer, et y compris dans l'éducation, dans l'enseignement, sur la manière qu'on peut avoir de s'enfermer très vite dans des croyances, de tourner en boucle sur ces croyances, et de réussir à alerter finalement les enfants, les ados sur cet enfermement inconscient qui se déroule. Vous ne l'avez pas évoqué de manière aussi directe, mais moi je dirais que tout ça effectivement agit beaucoup sur la peur en fait. Et c'est vrai qu'on arrive sur les questions de nos instincts un peu grégaires, c'est-à-dire que notre cerveau, on le sait, est programmé pour réagir au danger, depuis que l'être humain existe, et finalement que ce soit
des entreprises qui cherchent à faire du bénéfice ou des acteurs, y compris politiques, qui veulent semer le trouble. Finalement, ils sont sur ce levier-là, hein, c'est-à-dire comment on va mettre finalement les personnes dans ce conditionnement comme ça de peur, ces spirales négatives qui font qu'on va avoir encore moins de recul, je dirais, par rapport à ces questions, et ça a à voir aussi avec cet aspect de sensationnalisme, hein, que vous évoquez. Et souvent, ce qui est sensationnel, c'est lié à voilà, de l'agression, de la violence, de la peur. Donc moi, je dirais vraiment, je pense que c'est salutaire en tant qu'individu et aussi en tant que pouvoir public, surtout quand on est dans l'éducation nationale, on puisse attirer l'attention de mécanismes qui se jouent dans les esprits pour vraiment comprendre au fond qu'est-ce qu'on cherche à titiller. Et en tant que parent, je dirais notamment, on a une forte responsabilité pour que petit à petit, au-delà des interventions plus politiques, je dirais, ce que vous évoquez, hein, c'est-à-dire toute la nécessité d'encadrer, on puisse vraiment être dans une prise de conscience de ce qui se joue et du fait que la peur n'est jamais bonne conseillère et qu'au contraire, elle nous embarque dans des formes d'emprisonnement. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais pour en avoir beaucoup discuté